Bienvenue sur le Meetup de l'entreprise agile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bourgeon qui vient nous parler de son retour d'expérience sur la méthode Fast Agile et Dynamic Reteaming. Merci. Bon, désolé pour l'intro. Je m'appelle Philippe Bourgeon. Je suis coach agile euh, d'entreprise. Mais j'ai plein de casquettes maintenant. Enfin, je suis facilitateur de programme chez Thales à l'heure actuelle. Une autre casquette. Je suis en train de développer, je dirais, mes compétences sur le coaching systémique. Donc, je suis en parcours de certification de coaching systémique. Voilà. Je suis aussi formé au coaching CPI, Active. Euh, j'ai fait toute la track de coaching agile d'entreprise jusqu'au bout euh, voilà avec Michael Spade notamment pour ceux qui le connaissent et puis Michael Hamann puis voilà. Donc, enfin, bref, non, c'est pas parce que j'ai vu ces grandes personnes que j'ai la vérité, hein, déjà je déjà je hein, soyons modestes et humbles. D'ailleurs, eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité non plus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est tous débutants dans ce domaine, dans tous les domaines, c'est-à-dire le coaching d'entreprise et celui-ci d'aujourd'hui. Alors, je commence par présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter deux choses. Je vais présenter Fast. Ce sont des slides que j'ai fait chez Thales quand j'ai lancé l'idée et qui a pris un petit peu enfin, qui a pris un petit peu, je dirais, qui a éclos, on va dire, et qui fonctionne toujours après quelques mois. Euh, et je vous dirai ce qu'il en est. Euh, je vais ensuite présenter aussi rapidement, je ne sais pas qui connaît pas, on va dire, je vais dire comme ça, hors topologie, parce que m'a posé la question, et du coup je vais le présenter un tout petit peu pour situer Fast dans la conversation, parce que je pense que c'est utile. Et là aussi, ça sera mon avis sur la situation où je situe Fast et pourquoi je le situe à cet endroit-là et pas ailleurs, de mon expérience. Euh, sur le dynamic reteaming, donc il y a le livre de Eddie Afghan. J'avais vu dans une formation Meetup, je ne sais plus, il y a un certain temps. Très intéressant à lire. Bon, honnêtement, on ne devient pas un pro du reteaming en lisant le livre, mais en tout cas, ça donne des idées. En tout cas, ça a donné des idées aux concepteurs de FAST, hein. C'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé sur ce livre. Et puis sur mon expérience, dans ma propre expérience, le reteaming, je l'ai vécu en tant que développeur. Je l'ai vécu avec d'autres frameworks et pas que Fast. Ce qui fait que c'est pour ça que je parle de ces deux, pas ce sujet et de Fast en même temps. Un article d'ailleurs qui existe et c'est pas faux. Cet article est très intéressant. Donc, ça veut dire qu'une équipe Scrum peut faire du fast toute seule dans son coin, gère tranquillement en toute autonomie, hein. Et quand je dis équipe Scrum, c'est avec le PO, Scrum et l'équipe. Mais ça peut être aussi donc plus largement. Et en tout cas, ça peut être une bonne manière de changer un peu la manière de travailler dans une équipe traditionnelle Scrum. Un peu comme utiliser Kanban pour une équipe Scrum aussi. C'est une autre manière et de toute façon, c'est assez proche, on va dire, de ce point de vue-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois, Fast n'est pas prescriptif, c'est pas un framework. Donc, on est plus comme Scrum, une méthode de travail et du coup, elle peut s'inscrire dans un framework. Voilà. Et donc, l'invitation que j'avais, c'est et si on simplifiait la vie? Et si on pouvait les faire les deux et réussir? Parce que pour moi, mon expérience, c'est que Fast, ça simplifie la vie. Voilà, d'une certaine. Et on peut accélérer. Donc, c'est cette invitation. Alors donc, j'ai fait un petit truc rigolo, toujours. Ah non, pardon. J'ai repris une citation de quelqu'un qui un jour a poussé cette phrase en mode soupir au secours, on est en train de mourir. Donc, je le nomme pas et j'ai mis un maître Jedi parce qu'effectivement, il a un look un peu Jedi, voilà. Et vous connaissez cette image, quoi. Et je me suis dit, mais
mais what? En plus, lui, il ne connaissait pas, je pense, cette image, ou il l'avait pas en tête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as raison de dire ça? Et quelque part, Fast, pour moi, ça permet justement de donner de la direction et de donner moins de directives. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Fast? Alors, Fast, c'est quoi? Alors, en tout cas, c'est pas Spotify. Euh, ouais, voilà, je vais pas vous expliquer Spotify, mais le côté matriciel que je ne cesse de voir quand je vois Spotify, surtout que j'ai pas vu grande implémentation de guildes dans mon expérience dans beaucoup d'entreprises auxquelles je suis passé. La guilde, bon, voilà, jamais vu, en tout cas tel que en Patatoïde de ce style. Donc, ce n'est pas Spotify et, euh, et voilà. Et bon, c'était juste une petite boutade. Et déjà à la base, FAST, le T de FAST, c'est technologie, Open Space Technology. Donc bon, on peut rendre hommage à Harrison Owen qui est décédé en 2024 et qui a fait la promotion de ce Open Space Technology que Daniel Mezik avait repris avec Open Space Agility aussi et je trouvais ça hyper intéressant, que l'on connaît un petit peu, puisque je dirais que ça devient assez classique hein, dans des conférences d'avoir un moment de forum ouvert, de, de on-conférence ou d'autres aspects comme ça, où finalement, bah voilà, on a un thème, hein, par exemple un truc bateau, hein, l'agilité et l'IA, bon, voilà, et les gens vont venir avec des sujets qui vont mettre sur ce marketplace et ils vont les pitcher. Et puis, ce sont des porteurs de sujets. Et voilà. Donc, les gens arrivent, tout le monde arrive là, toc, toc, là. Il y a des personnes qui ont réfléchi sur ces sujets, qui les ont déjà mis un peu sur le board. Et suite à ces pitchs, ils vont s'installer à des tables. Et, euh, et là, eh ben, il y a des gens qui vont venir se mettre à ces tables pour discuter sur ces sujets. Donc, on est à peu près dans le même principe avec Fast, en gros. On a des porteurs et ces porteurs, c'est pas forcément des product owners, c'est pas forcément des scrum masters, c'est pas forcément des business analysts, ça peut être n'importe qui, ça peut être un porteur de sujet, peut être, j'irais, enfin, je veux dire, ça peut être un développeur back sur un sujet bien précis. Donc, l'idée, c'est que vont s'installer autour de la table des personnes qui ont une appétence et des compétences pour travailler sur ce sujet. C'est ça et c'est ça déjà l'une des plus grandes forces de Fast de ce point de vue-là. Mais en tout cas, là, je parlais d'open space technology. Après, les gens peuvent bouger de table en table, etc. Dans le cas de Fast, je pense que ça, enfin, en tout cas, peu importe, peut-être qu'avec une certaine maturité, on pourrait l'imaginer, mais en tout cas, l'idée c'est que on est plutôt, je dirais, fixe. Ce reteaming s'est fait et les équipes se sont constituées. Ce sont plutôt des, des, des task force ou des groupes de personnes qui vont travailler sur ces sujets pendant un temps donné. Et c'est là que hein, ça change, c'est que c'est tous les 2 jours qu'on change. On refait les tables, on refait les porteurs de sujets, on recommence en cycle. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la présentation hyper rapide de FAST. Et je vais continuer un petit peu dans la description, ne vous inquiétez pas, mais pardon, de Open Space Technology et comment ça influence FAST, parce que finalement, tous les 2 jours, on va faire ce marketplace avec ces porteurs de sujets et ces personnes qui se mettent autour. Voilà. Donc, si on fait un petit bilan, déjà, sur ça, euh, quand je disais 2 jours, hein, ça peut être 3 jours parce qu'une semaine, c'est pas pair. Donc, si on veut vraiment faire du fast en continu, on peut faire 2-3, 2-3, 2-3. Donc, c'est très fréquent. J'ai voulu mettre, je dirais, des termes bien connus de Scrum, hein, transparence, inspection et adaptation, parce que c'est le cas. Hein. C'est vraiment ce qui émerge de fast. Du coup, c'est plutôt pas mal parce que pour ceux qui seraient dans une équipe Scrum et qui peineraient à obtenir ça, eh bien là, on crée des conditions qui sont, je dirais, particulièrement efficaces. En tout cas, à un niveau plus large qu'une équipe, déjà à un niveau collectif, c'est intéressant. Il n'y a plus de notion d'itération et d'incrément. On est dans des cycles courts, on est vraiment dans une approche flux.
et un focus valeur. Ce qui veut dire que il y a pas, ce n'est pas important de prendre un sujet, de le mener jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de travailler sur ce sujet pendant une période, un peu comme on ferait sur un MVP où finalement, ben, on travaille, puis après on voit si on pivote ou on persévère, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire, ou est-ce que le sujet il est sec, ou est-ce que il pose problème et on passe à autre chose. Il y a, vous verrez dans la présentation, je parle aussi de discovery, donc on mélange vraiment discovery, développement, delivery. C'est, enfin, je trouve que pour le coup, je ferai référence à un framework très connu qui nous met cette image en tête. Là, pour le coup, on a vraiment en action les trois ensemble, c'est-à-dire du discovery au delivery en passant par le développement. Et donc, c'est des cycles courts, c'est un focus valeur et un seul backlog. Alors déjà, je vais vous dire, un seul backlog, pour si on a plusieurs équipes qui passent à un seul backlog, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est aussi très chaud parce que, de manière générale, parce que des équipes qui utilisent Fast se retrouvent confrontées à un dinosaure qui s'appelle Jira. Parce que là, pour le coup, bah, Jira, il va pas aussi vite que Fast. Donc ça, c'est quelque chose que les équipes font l'expérience dès le départ. Il y a aussi le fait qu'ils veulent prendre beaucoup trop de sujets au départ et qu'ensuite ils vont les limiter assez rapidement parce qu'ils vont voir que c'est pas efficace. Euh, donc en fait, il y a une sorte d'apprentissage sur ce qu'est la sélection limitée de sujets et le fait d'avoir un seul backlog pour tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, le côté scaling technologie. Eh bien, puisque voilà, il y a fluid, scaling technologie, le A sert à rien. C'est pour scaling d'ensemble collectif. On peut commencer avec une équipe et l'expérimenter. Mais ce qui est utile, c'est que si on a plusieurs équipes dans lesquelles on a un problème de ressources partagées ou qu'il y a un travail de ouf qui est fait pour faire du découpage de sujets de façon à alimenter les personnes, on peut gagner, on peut simplifier beaucoup de choses en passant en collectif de ce style-là, parce que bah, derrière, ce sont les équipiers qui vont être, qui peuvent être porteurs et qui peuvent être source qui peuvent être, je dirais, source enfin, moteur, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, il n'y a plus vraiment de notion de hiérarchie, mais ça, c'est un peu comme dans une équipe Scrum. Mais là, par rapport à d'autres frameworks connus, quand on passe à l'échelle, la hiérarchie revient par la fenêtre, là où elle était partie, par la porte. Donc là, on n'a plus vraiment ça parce que les porteurs de sujets, c'est pas forcément des gens qui sont, même si c'est pas des hiérarchiques, les product owners, mais qui ont un certain rang, on va dire, n'est-ce pas? Et donc ça peut être n'importe qui, comme je disais. L'ownership est partagé sur en tout cas, ça favorise cette ownership partagée. Et puis, il y a une seule et unique réunion. Alors, vous voyez, ce que je veux dire souvent quand on présente Scrum, on va se présenter sprint planning, revue, rétro, euh, et comme si c'était séparé vraiment. Oui, c'est séparé, hein, ce sont des réunions différentes. Mais au global, la fin d'un sprint, c'est le début du suivant. Donc, on enchaîne ces réunions, même si on les découpe. D'accord? Donc, là, on va avoir à peu près le même principe, sauf que le but, c'est de la sans discontinuité, sans la partie, si, il y a la partie, on va dire, il n'y a pas vraiment une partie rétro telle quelle, mais il y a une partie un peu remontée d'apprentissage. Donc, ces éléments-là font partie, je dirais, de l'équipe qui va elle-même trouver son propre mode de fonctionnement, si elle a besoin de KPI, si elle a besoin de ceci, si elle a besoin de cela. Là aussi, hein, ça va, on apprend en marchant avec Fast, il n'y a rien qui est décrit à la base, c'est ce qui convient le mieux. Et une visibilité globale et autonome, et de l'autonomie. Alors, voilà. Alors, comment ça marche? Alors, pourquoi ça marche déjà? D'abord, ben voilà, hein, on a des situations où des développeurs qui se retrouvent à faire plein de choses en parallèle et à l'image de ce pauvre gars, on se retrouve en train de faire tomber, on n'arrive pas à tenir tout ce qu'il y a et au final, c'est un peu le bazar. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est d'éviter ça. Et puis, on a aussi cette image, hein.
qu'elle soit matérialisée ou qu'elle soit implicite, elle existe dans toutes les entreprises. Ce que je veux dire, c'est que il y a des équipes qui vont me dire, ouais, il y a pas de, on n'a pas de dépendance. Mais bien sûr, parce que derrière, il y a une gestion de projet de ouf qui a déjà découpé tous vos sujets de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance. Mais au niveau organisationnel, la dépendance, mais vous la voyez pas. En revanche, on a des situations effectivement d'équipes à l'échelle qui ont des vraies dépendances. Là, on va vraiment travailler le sujet des dépendances au cœur. C'est-à-dire que bon, si à ce moment-là, quels sont les sujets sur lesquels on peut travailler? Donc, il y a des porteurs qui peuvent se retrouver 100 personnes autour d'eux, et on va voir ça dans 2 secondes. Alors, hop, chaque fois c'est un petit. Donc le constat, c'est qu'on perd 90% du temps, mais ça on connaît, hein, c'est un peu le même constat quand on essaye de promouvoir du flux. Voilà. Donc, donc efficacité au quotidien, voilà, on simplifie et on limite le travail en cours, hein, parce que effectivement, travailler sur 2 jours avec le nombre de personnes que l'on a, eh ben, on va pas forcément avoir tout le backlog avec tous les sujets qu'on pourrait imaginer. Le fait de travailler sur 2 jours, ça donne une souplesse incroyable parce qu'on n'est pas obligé de réfléchir trop sur comment on va pouvoir organiser même 15 jours de boulot. Ensuite, Yagni, bon, du extreme programming, bon, voilà, vous n'en aurez pas besoin, hein. C'est clair que quand on travaille, dans un petit groupe, eh bien, on va s'auto challenger. Et puis on a 2 jours, c'est un peu comme un hackathon. On va essayer d'aller direct à l'essentiel, trouver des solutions. Voilà, donc ça simplifie quand même certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de design, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'engineering, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion là-dessus, hein. Ça peut être les sujets, ça peut être aussi des sujets de une étude, un nouveau besoin que l'on a et découper ce besoin en différentes. Comment on va travailler ce besoin et voilà, ça peut être ça. Hein, on peut pendant 2 jours et donc il y a une personne. On peut se retrouver avec les 3 amigos, voilà, développeurs, testeurs et business qui vont travailler pendant 2 jours sur un sujet pour dégrossir un sujet. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Et ça peut être effectivement des moments de design, de développement, et sur lequel, eh ben, on va favoriser un peu comme quand on faisait du mob programming, eh ben, on va s'auto-challenger, on va apprendre les uns des autres. C'est super efficace. Une responsabilité collective, transparence des objectifs globaux. Alors, ce qui est très bien, un des premiers feedbacks qu'on m'a donné à Thales, c'est que tout le monde a adoré, que ça soit la hiérarchie et les devs. Et pourquoi? Chacun de manière différente. Alors, vous allez me dire, peut-être ça me rappellera un petit peu Scrum dans les débuts, hein, où tout le monde était content. Et c'est-à-dire que la hiérarchie se disait, oh, c'est génial, hein. Je sais quels sont les sujets qu'on travaille. Je vois en ce moment, je suis les trucs. J'ai jamais été aussi. Voilà, là, il y a de la transparence, c'est top. Je peux contrôler vraiment mon truc là. C'est extraordinaire comme ça me change la vie. Avant, bah, voilà, j'étais un peu, j'étais pas trop au courant de ce qui se passait entre deux cérémonies. Bon, bref, ça m'embête. Ça m'embêtait un petit peu. Donc là, j'y gagne énormément. Les développeurs, ils gagnent une certaine autonomie, une capacité à s'engager, à dire ce qu'ils ont besoin de faire, voilà. Donc chacun y trouve son compte. Et puis comme je vous dis, les compétences, quand il y a des problèmes de compétences, eh ben, je veux dire dans le sens ressources, pardon, qui ne sont pas suffisamment disponibles. Là aussi, tout le monde y trouve son compte, que ça soit hiérarchique ou au niveau des équipes. Alors comment ça marche? Ça marche avec un collectif qu'il faut former. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un agreement, ce que j'appelle une alliance d'équipe. Et on pourrait le mettre dans la série des artefacts de Scrum, hein. C'est-à-dire que c'est un living agreement, c'est-à-dire que ça évolue, ça bouge, et c'est toutes les règles de fonctionnement. Parce que effectivement, bah, il s'agit d'un collectif de personnes. Il va y avoir des difficultés X ou Y, des besoins logistiques, des accords sur machin, il travaille toujours avec bidule, etc. Enfin, voilà, il peut y avoir
avoir ce genre de conversation est absolument essentiel. Et, euh, et ça, et puis bien comprendre pourquoi on fait ce fast et quel est l'apport qu'on va avoir. Évidemment, tout le monde va apprendre. Donc c'est pour ça que cette alliance va évoluer. Mais elle sert vraiment je dirais, de, de liant les gens pour qu'ils travaillent au mieux et qu'ils se sentent vraiment impliqués et ils se disent, ah bah ouais, ça me donne du sens, ça. Je comprends pourquoi on fait ça et je comprends et j'ai dit comment je voulais travailler aussi, donc je suis respecté et du coup tout le monde y trouve son compte. Un autre élément hyper important, c'est d'avoir une big picture. Donc c'est un travail le product manager. Peut-être, je sais pas si c'était le seul rôle d'en face voici, il y en a deux. Et, euh, et ce product manager, il faut l'amener à avoir une big picture parce que si on lui dit qu'on va accélérer le truc euh, et que et que on a besoin d'y voir clair pour savoir comment on avance, voilà, on va l'amener à. Donc il y a un travail de préparation avant de se lancer, mais c'est comme tout, hein. La big picture, elle va s'affiner au fil du temps, donc on n'est pas obligé d'avoir un truc parfait, mais à minima on sache dans quelle direction on va, de façon à ce qu'il y ait des porteurs de sujets et qu'ils ne soient pas simplement juste de la cascade de projets, comme tu disais tout à l'heure. Alors, et donc, la visualisation du travail aussi, bah, voilà. Donc, ces éléments-là sont hyper importants. Ça, c'est la marketplace en tant que telle. Et puis, voilà, on va aussi avoir besoin de certaines informations, que ce soit de type KPI, que ce soit de type architecture, on a besoin de tout un tas d'ensemble d'éléments pour que l'équipe puisse faire ce fameux meeting qui se fait qui se fait tous les 2 ou 3 jours et puisse réitérer et renouveler l'expérience. Donc, tous les 2, 3 jours. Donc, tous les 2, 3 jours, comment ça se passe? Donc là, je commence un peu par la fin, enfin, par le début théorique, mais c'est un peu comme quand on présente Scrum, on commençait par le sprint planning. Mais on sait très bien que, on va dire que dans ce cycle, on verrait là de fin de planning, de sprint, on va avoir d'abord une revue, une rétro. Mais là, je l'ai découpé de façon à garder une sorte de logique de démarrage. Donc, la marketplace, les équipes vont s'auto-organiser autour de cette marketplace. On va, alors ils vont vite apprendre, hein. Il faut limiter le nombre de sujets, hein. Si le truc il est trop complet, il y aura. De toute façon, si les gens s'il y a pas assez de personnes pour faire le boulot, c'est-à-dire entre guillemets pas assez de ressources et que les gens sont trop éclatés, ça veut dire que ben on peut pas travailler sur ces sujets sur ces 2 jours parce que pendant ces 2 jours ils vont pas bouger, ils vont travailler sur ces sujets, ils vont les avancer au mieux pendant ces 2 jours. Donc très rapidement ils vont s'apercevoir que oui ben il faut peut-être 2, 3 personnes, peut-être qu'il y a une personne elle va moins travailler à ce moment-là parce que mais on a besoin d'elle, on a besoin par exemple d'un analyste alors que c'est un sujet un peu dev on a besoin d'un dev alors que c'est un sujet d'analyse. Mais eh ben, il va être, voilà. Donc, quelque part, tout ce qu'on enseigne avec du Kanban, finalement, ils le vivent à travers cette expérience. Et comme je vous disais, Team Steward, ce sont les gens qui sont porteurs de sujets. Il y a la possibilité d'avoir des features Steward parce que, mine de rien, cet éclatement, cette manière de travailler, on peut perdre un petit peu la cohérence sur des grosses features, des gros sujets. Donc, ça peut être intéressant de garder quelqu'un qui a une compétence, qui suit un petit peu la big picture d'une feature particulièrement importante d'un client à travers l'éclatement qu'il peut y avoir en sujet de 2 à 3 jours. Et puis, c'est là que tout se passe. Ils vont résoudre leurs dépendances, ils vont résoudre leurs problèmes de ressources, ils vont se répartir, ils vont dire hey, qu'est-ce qui sera plus prioritaire, qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce qui est plus sec, qu'est-ce qui est plus important, pourquoi on fait ça. Donc, il y a vraiment des discussions collectives. On peut imaginer que dans ces moments-là, effectivement, il y a des sujets qui soient abandonnés et que petit à petit ils se rendent compte que bah, en avoir trop sur la marketplace, c'est pas une bonne idée, hein. Donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui a été remonté, hein. C'est qu'au début ils avaient trop de sujets, puis après ils en avaient moins.
Et c'est ce que j'ai pu lire aussi dans les comptes rendus d'autres équipes qui ont expérimenté Fast très rapidement et leurs limites, enfin, le nombre de sujets se limite assez, voilà. Les équipes parfois sont assez identiques d'un cycle à l'autre. Donc ça aussi, hein, ça dépend des gens. C'est pas obligé que chaque équipe se reconstitue from scratch avec renouveler de nouvelles relations, travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. C'est humain. Et ça, c'est pas problématique. Au début, ça va se chercher. Ils vont s'essayer, ils vont aller travailler avec quelqu'un, puis avec un autre, puis après, suivant bah, le mood, eh ben, ça va se stabiliser et peut-être que les équipes ils vont se constituer, seront relativement identiques, en tout cas les binômes ou les trios. Voilà. Donc ensuite, ils vont travailler chacun sur leur sujet et peut-être livrer des choses et peut-être avancer et sûrement avancer des sujets tous. Donc le but, c'est que on revienne à la fin avec de la valeur qui a été créée, des apprentissages, et qu'on reforme. Donc c'est pour ça que je vous dis derrière, on n'a pas une rétrospective en tant que telle, mais on a l'expérience qui remonte et cet apprentissage en continu qui va se faire dans ce meeting qui est en fait le premier meeting de FAST. Hein, en fait, finalement, on commence par ça, les équipes se retrouvent, partagent leurs apprentissages, discutent sur voilà, ce qu'ils ont fait, etc. On consolide les trucs, on revoit la big picture sera affinée au fil du temps. S'il y avait un semblant de roadmap aussi, elle va être revue aussi. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses dans la partie visualisation du travail qui va être mis à jour. Donc c'est vrai que avec Jira, ça va être chaud. Et donc c'est pour ça que nous chez Thales, mais je veux dire jusqu'à d'autres entreprises, on a des systèmes de visual management alternatifs, on va dire, qui nous permettent de sortir du carcan de Jira. Et donc dans notre cas, nous, bon, bah, on a IOBIA, c'est pas extraordinairement, et c'est déjà pas mal. Et ça permet de travailler. Enfin de sortir du cadre, si j'ose dire, parce que Fast, ça fait sortir du cadre et ça, il faut en avoir bien conscience. Donc, si derrière l'organisation demande d'avoir des KPI, parce que ça peut arriver, hein, nous on a des KPI de type service avec du service now, on a des KPI aussi à rendre compte au niveau Jira, etc. Après, bah voilà, malheureusement, l'organisation nous impose d'avoir quelqu'un qui va faire cette saisie et une personne ou plusieurs, et qui, bah voilà, mais c'est ce qu'on appelle un adapteur, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre à l'organisation de pas nous chanter notre expérimentation sur Fast et de pouvoir survivre tout en accélérant notre travail et au fur et à mesure, en montrant notre accélération, peut-être qu'ils vont nous lâcher un peu la grappe. Donc voilà, c'est une manière un peu voilà, gentille de le dire, mais voilà, on peut montrer l'efficacité du fonctionnement en Fast. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On le reconnaît, lui. Souvent, bah, moi, quand je vois ça, je vois du waterfall. Et ils ont beau mettre des cycles là, des machins là, qui tournent là, mais voilà, je vois du waterfall, c'est impossible de ne pas le voir pour moi. Et donc, moi, je me dis que ça, c'est voilà, boutade d'un ami de Modern Agile, hein, de Joshua. Hein, c'est finalement on fait toujours la même chose. Et, euh, et donc dans Fast, on est plus sur quelque chose, comme je vous disais, où tout se mixe de manière beaucoup plus cyclique et de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire à la fois, ça peut être des sujets de découverte, de test, éventuellement si c'est une histoire de marché qu'on teste, de découverte dans le sens comprendre la demande d'un utilisateur, un travail de développement, un travail de type delivery, voilà. Donc ce truc-là, moi je trouve que voilà, face à cette puissance, toujours faire la même chose, c'est-à-dire se retrouver avec ce bazar-là, ou alors on peut choisir de changer. C'était un peu l'invitation que j'avais donnée chez Thales, qui avait eu, qui a eu un écho sur un gros projet de gestion documentaire, de refonte de gestion documentaire, qui implique finalement une vingtaine de personnes avec des gens qui sont plus fonctionnels, d'autres plus techniques, et, et qui ont adopté le sujet.
si vous connaissez orthopologie, mais j'avais fait un petit truc pour faire une sorte de séquencement pour orthopologie. Je vais passer rapidement sur orthopologie, mais je pense que c'est essentiel parce que ça permettra tout à l'heure d'avoir des échanges avec les questions-réponses ou hein, et de mon expérience où c'est que ça se situe, mais il faut déjà que je décrive un peu orthopologie. Donc, orthopologie, c'est deux axes. C'est un mapping sur deux axes. L'axe sur le périmètre du travail, est-ce qu'il est plutôt étroit ou est-ce qu'il est plutôt large? Quand je travaille sur une tâche, c'est très étroit. Quand je travaille sur une fonctionnalité, on est déjà plus large. Et puis, etc., etc. Je vous donnerai des exemples plus précis juste après. Et puis, l'autre axe, c'est l'axe des capacités, hein, en bon français. Mais ça existe, enfin, ça a été utilisé, ce terme-là, pour, je crois, un prix Nobel, d'ailleurs. Et les capacités, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire? On a des capacités, mais est-ce qu'on est capable aussi de les utiliser? Voilà, donc par exemple, est-ce que je suis capable de prendre un sujet d'un client et de le mener jusqu'à la prod de tout, hein, c'est-à-dire l'analyse, la compréhension du sujet, la mise en œuvre, tout ce qu'il y a à faire, la mise en prod, la mise à voilà les tests, la prod et tout, enfin, tout, voilà. Donc ils ont mis, je dirais, différentes étapes dans cette évolution entre les trois et le large. Donc, comme je disais, tâches, fonctionnalités, business area et world business focus. Je vais vous donner un exemple sur ça. Imaginons que vous êtes une compagnie d'assurance avec un A et qui fait qui fait de l'assurance, par exemple, pour les vols, l'avion, quoi. Alors, comme j'étais planté par EasyJet à l'agile Sophia, à l'agile tour de Sophia Antipolis, j'avais pris comme exemple dans ma tête Easy Travel. Donc, imaginons que vous êtes dans une entreprise qui crée un produit qui s'appelle Easy Travel. Eh bien, ce Easy Travel peut couvrir plusieurs choses. L'assurance des bagages qui sont perdus, les retards d'avion, les annulations d'avion, et peut-être, voilà. Donc, je dirais que le business, c'est Easy Travel. C'est la manière dont le client interagit avec ce produit. Il vient parce qu'il trouve que Easy Travel, c'est génial. Hein, c'est comme prendre un iPhone. Il va prendre l'iPhone. Il va pas acheter l'antenne de l'iPhone ou la batterie de l'iPhone. Néanmoins, il y a des zones spécifiques sur lesquelles on travaille au niveau business. Comme je disais, le vol ou la perte de bagages, le retard ou l'annulation des vols. Et puis, ça peut aller très loin hein, dans les solutions, dans les features. Hein, c'est-à-dire que Easy Travel pourrait, par exemple, dire au client, alors qu'il n'a aucune information par ailleurs de sa compagnie aérienne, que son vol va être retardé, voire annulé, et que dans l'un ou l'autre cas, il va avoir telle ou telle compensation, ou voire même pourrait proposer des alternatives, ou commencer à donner une liste d'hôtels si jamais il est annulé et qu'il puisse machin, et puis des features que l'on développe derrière. Et puis ces features, hélas, si on n'a pas une capacité au niveau organisationnel pour les traiter, on va devoir les découper en tâches, et ça, c'est la gestion de projet très classique qui existe. Et donc, sur les capacités, soit on est une personne avec, je dirais, ben, ce qu'on est. Alors, single skill, c'est son seul savoir-faire, qui peut représenter peut-être pas mal de choses. Mais il y a des grandes chances que sur une tâche, il y arrive à travailler sur une tâche de A à Z. Sur une feature, ça risque d'être un peu plus compliqué, surtout si les features sont assez diverses et variées. Déjà, quand on arrive sur un domaine business plus large et ensuite un produit comme Easy Travel, il y a des grandes chances que cette personne ne soit pas en mesure de faire de A à Z, de réaliser les sujets de A à Z. On peut les regrouper, hein, ces personnes-là, dans une unité fonctionnelle, donc ils ont les mêmes fonctions, on va dire. Ils peuvent avoir des savoir-faire peut-être un petit peu différents, mais ça reste quand même une unité fonctionnelle, donc ça reste limité. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont des analystes fonctionnels, comme des billets, par exemple, ou des UX, ou voilà, et donc, il y a des peu de chances qu'ils arrivent à tout traiter de A à Z, surtout dans les couches hautes. Et soit alors, ce sont des multiskills. Moi, j'aurais appelé cross-functional team, mais bon. Et
mais bon, ils ont mis ça parce que je pense qu'ils voulaient pas prendre le terme cross-fonctionnel pour pas rappeler d'autres choses. Mais, euh, mais voilà, donc là, on va dire que là, on est dans des équipes où des gens, des individus avec des savoir-faire différents, qui voire même se recoupent, ce qui est encore mieux, eh bien, vont travailler de manière unie et vont pouvoir traiter de A à Z. La différence qu'il y a ici, on va dire, c'est que peut-être que, enfin, dans cette différence ici, c'est que ils peuvent aller de A à Z sans interruption. Donc là, il y aura peut-être à faire un cab pour demander une mise en prod, où ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour aller jusqu'au bout de l'affaire. Où ils sont, voilà. Donc voilà, la différence entre ces deux-là, c'est à peu près les mêmes. Bon, ils ont un focus flow et ils vont jusqu'au bout du traitement. Ce qui fait que ils ont déterminé 16 archétypes. Alors, donc il y avait les archétypes ABC, hein, comme Agile, Business et Customer, mais on pourrait dire. Hein. Et après, ils se sont dit, ah merde, il y a aussi les tâches, donc ils ont mis Y en se disant why. D'ailleurs, pourquoi on continue à faire ça de nos jours en 2024, d'avoir des équipes, surtout des équipes multi-skills, qui travailleraient au niveau tâches. Et là, ça existe toujours. Voilà. Donc voilà à peu près ces 16 archétypes. Qui dit archétype, ça veut dire que passer d'un archétype à un autre, c'est pas évident. Il faut un accompagnement quand même. Passer d'un groupe fonctionnel dans un groupe cross-fonctionnel, ça demande un accompagnement. D'ailleurs, alors je passe ça, voilà, dans les 16 archétypes. D'ailleurs, il y a, je dirais, des passages qui sont plus durs que d'autres, comme celui-ci. Passer effectivement d'un monde où on est en groupe fonctionnel à un groupe cross-fonctionnel, on sait très bien, puisque c'est souvent notre métier en tant que coach agile, Scrum Master et tout ça, c'est du boulot pour arriver à les faire passer de ce monde-là à ce monde-là. Et c'est un changement de paradigme, on va dire. Et il y a celui-là qui est c'est-à-dire de monter dans le scope, c'est-à-dire de travailler au niveau business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par là notamment, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes enfin, que tout le monde dans l'équipe a un accès plus large, plus varié, qui va au-delà de la feature, qui va au-delà de la tâche. Et ça, ça aussi, c'est un élément particulièrement difficile. Alors, je vais juste compléter deux, trois choses. Voilà. Donc, ce groupe-là, ici, qui est business, souvent des business owners, des product owners, des PM, tout ça, c'est des spéculatifs archétypes. Donc, c'est le côté spec. Bon, ben voilà, ces gens-là, ils ont la capacité de comprendre le marché, de déterminer ce qui serait utile ou pas pour l'entreprise, enfin, qui serait utile pour l'entreprise pour faire du business, et ce qui serait utile pour les clients éventuellement, évidemment, pardon, parce que c'est de là d'où viendra la source de revenus, mais ils peuvent pas réaliser. Donc voilà, les équipes, les team archétypes. Donc ça, c'est, je dirais, voilà, c'est là où se situent la plupart du temps les équipes, l'équipe, je dirais, en tant que telle, agile, ou enfin les équipes, on va dire, que ce soit agile ou pas agile. Et puis, ici, c'est là où on va avoir besoin plutôt des archétypes team of team. C'est là où, quand on fait un PI planning, eh bien, on va dire qu'on donne un certain aperçu aux équipes, par exemple, pour avoir une compréhension business. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là que ça va se situer. Mais ces équipes qui sont ici, elles ont euh, un déficit en valeur. C'est-à-dire que là, quand elles restent à ce niveau-là, et surtout si elles sont ici, leur travail, elles voient pas trop la valeur et non, elles ont pas trop d'impact sur la valeur de leur travail. Dans le sens prise de décision, euh, euh, proposition, force de proposition. Voilà, c'est ce que je mets ici. Donc, l'idée de orthopologie, après toute cette introduction, c'est d'élever ces groupes-là ici. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que quand on fait un diagnostic avec une équipe, moi je l'ai fait chez Thales, les gens se disent, bah, on est là, on est dans le B2, quoi. Ouais, ouais, on est dans le B2. Ouais, sauf que sauf que les gens, ils travaillent sur des features la plupart du temps. Oui, oui. Et l'accès au business, c'est une fois tous les 3 mois, quoi, à peu près. Ouais, ouais, ouais. En plus, le product owner,
Bah, pas forcément. Alors, soit il est bien en contact avec le business, donc il est là, la plupart du temps, en B0, B1. La plupart du temps, sa posture, elle est plutôt ici. Il n'est pas tous les jours avec l'équipe. Soit il est avec l'équipe, et dans ce cas-là, il a pas il n'est pas dans B2, hein, c'est-à-dire il rate beaucoup de choses. Et ça peut arriver, hein, je veux dire, j'ai plein d'exemples de ce point de vue-là. Et puis, quand je dis ça, je dis, bon, bah oui, mais en général, vous travaillez sur des features, là, vraiment en collaboration et tout, sur les features de A à Z et tout, avec des sujets qui sont vraiment cross-fonctionnels. Pas vraiment, quoi. Hein. Chacun a finalement un découpage qui fait qu'on travaille sur des tâches. Voilà. Donc, et puis, si encore on était des tâches et on se travaillait collaborativement, mais en fait, on est en silo. Donc, il y a des exemples, hein, je veux dire, ça peut être du dev front ou du dev back, ça peut être, dans le cas de Thales, des admins système et des admins applicatifs. Donc, c'est deux types d'interventions sur ce qui existe. Donc, ce genre de choses, c'est assez, voilà. La conversation est très intéressante d'avoir avec, et donc, je retrouve facilement des patterns, enfin, des archétypes Y1, Y2, enfin, Y1, A2, voilà, la plupart du temps, que des B2, ça c'est sûr. Et puis, quand on arrive en PI planning ou dans les grosses, les tribe planning, comme nous on les appelle chez Thales, voilà, les équipiers sont suffisamment perdus ou occupés pour ne pas avoir le temps de participer, ou en tout cas d'écouter. Ou alors ils écoutent, mais en travaillant. Donc, voilà où se situe Fast pour moi. Alors, je vais vous dire, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Loin de là. Euh, Parce que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle puisqu'il y a cette difficulté de passer de A2 à B2 ou de A3 à B3. Donc, pour moi, Fast est très puissant pour pouvoir élever des équipes existantes qui sont en A2 et voire même en Y2, les faire remonter et toucher du doigt le B2, B3, puisque de manière beaucoup plus récurrente, tous les deux jours, 3 jours, ils ont cette visibilité globale sur ce qui se passe, la vision business, la transparence complète, l'avancement de tout ce qui se fait, la possibilité de se retrouver à travailler sur X ou Y sujet, de participer complètement, je dirais, d'être porteur de sujets aussi. Donc, c'est vraiment très bien. Après, bah, la réalité, c'est que Fast, c'est fatigant. Non, mais je dis ça parce que la nature humaine, elle est comme ça. Mais quand on présente Fast, c'est pas facile que les gens fassent ça de manière continue. Et donc, ce qui se passe, et mon expérience, c'est que ça se fait de manière un peu hybride. Passe et on fait comme d'habitude. Passe et on fait comme d'habitude. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, dans le cas de l'équipe qui travaille en mode fast, leur réunion fast, c'est le lundi après-midi. Euh, alors en fait, ils la font en deux réunions, on va dire. Ils font lundi après-midi la partie lancement avec Marketplace et le jeudi matin, ils font l'agrégation des apprentissages et le bilan. Voilà. Et ça veut dire que vendredi, ils font autre chose et lundi matin, ils font autre chose. Euh, en plus, bon, il y a eu des vacances, c'est vrai, il y a eu des vacances, donc il y a eu des semaines où il n'y avait pas face. Bon, ça peut arriver. Mais donc, bon, mais voilà, c'est assez, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est assez commun d'avoir ce rythming qui est de manière partielle. Alors, je reviens sur le rythming un petit peu. Ce rythming que je vous ai dit, moi, je l'ai expérimenté dans mon expérience de plein de manières possibles. Je fais des expériences de mob programming. On faisait du mob programming là aussi de manière pas tous les jours, on va dire, une fois par sprint, une fois par semaine, mais c'était pas, hein, mais ceci dit, on voyait bien sur nos KPI d'équipe la différence qu'il y avait entre un jour de mob programming et un jour de normal, quoi. Hein. Donc, et c'était pas non plus, il n'y avait pas un effet on s'était tellement crevé à faire notre mob programming que le reste de la semaine on roupillait. Non, il n'y avait pas quand même ça.
On était quand même un truc assez soutenable et on voyait bien la dynamique qu'il y avait entre ces différents jours. Dans d'autres entreprises, on avait sanctuarisé, par exemple, le vendredi matin pour faire ce qu'on appelait le focus time. Et ça, c'était très utile parce que alors là aussi, je vais utiliser un terme qui n'est pas plaisant, mais les DevOps ingénieurs de la tribe dans laquelle j'étais ben, avaient besoin de temps en temps, parce qu'ils étaient éclatés sur des sujets différents et variés, de se retrouver pour faire un peu du nettoyage un peu de la plateforme, de l'outillage et tout ça. Donc, ils avaient besoin un peu à un moment de se concentrer ensemble pour prendre une sorte de backlog d'amélioration et de faire ce travail-là. Et donc, c'était une sorte de ritming aussi, d'une certaine manière, puisqu'ils n'étaient pas forcément dans la même squad. Donc, et ils avaient cette autorisation qui était faite. Dans une autre entreprise, on avait une équipe qui avait grossi. Il y avait 6 développeurs, ouais, 6 développeurs à peu près, 5 ou 6, et on était passé à 20 personnes, mais avec 10 développeurs. Donc en gros, pour prendre une image, on avait une voiture avec un gros moteur et on est passé à un camion avec un moteur, bah ouais, c'est correct, mais bon, pas plus quoi. Donc bon, voilà. Donc, ouais, il y a donc au niveau, bah, autour, on avait rajouté pas mal de personnes par rapport à ce programme, qui était utile. Hein, je veux dire, je ne nie pas leur utilité, mais on était moins dans les doueurs que dans tout ce qui permettait d'alimenter les doueurs pour, paraît-il, faire plus. Et donc dans cette situation, les développeurs qui avaient grossi finalement très peu avaient du mal à devenir deux équipes Scrum. Et donc, je leur avais proposé de faire du ritming tous les sprints et de créer finalement à chaque sprint d'avoir une équipe qui se concentrait avec des sujets communs et faire deux équipes et des sprints séparés pour pouvoir garder cette cohésion, c'est-à-dire que on avait bah, la revue qui était ensemble, les rétros qui étaient ensemble, le sprint planning qui était ensemble. C'était une autre manière de faire du ritming. Mais dans mon expérience aussi, j'ai aussi une autre expérience qui est celle-ci. Et celle-ci, eh ben, il y avait du ritming aussi. Et je dirais que la grosse différence qu'il y a avec Fast, peut-être que pour ça que Less se répand moins que Safe dans le monde, c'est que il y a une volonté forte de la part des gens de Less de mettre des conditions importantes de lancement d'une implémentation de Less. Et la première condition, c'est de définir un produit. Parce qu'un product owner sans produit, il est honneur de rien. Un product owner qui n'a pas de produit ne peut pas dire non, puisqu'il n'a pas de produit. Si c'est un product owner de service, il est juste accountable de délivrer des services, il a un SLA et il se débrouille et on lui demande et il fait. S'il a un produit, eh ben, il peut dire non, ça ne correspond pas à la stratégie de produit que nous définissons en interne. Et après, bon, évidemment, il n'a pas complètement les cartes en main, hein, c'est pas non plus un dictateur. Il doit jongler avec les différentes demandes à droite et à gauche, mais il peut rendre cohérent la démarche et expliquer pourquoi cette réponse qui va dire non ou pas possible tout de suite ou on y réfléchira plutôt que oui systématiquement. Et donc, dans le cas de l'ES, il y a du ritming dès le départ, c'est-à-dire que les équipes se constituent elles-mêmes. Alors, ce qui est bien avec l'ES, c'est que c'est à la fois du top-down et du bottom-up qui se rejoignent. C'est-à-dire qu'on va faire un ritming, un peu comme dans le cas de Fast, sur lequel il va y avoir une discussion collégiale. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est les gens qui vont se choisir, mais aussi des questionnements sur est-ce que cette équipe est vraiment équilibrée pour être pour avoir toutes les ressources pour être vraiment cross-fonctionnel et de retrouver une équipe cross-fonctionnelle, je dirais, à deux minimum. Et donc, il y a cette truc-là. Et donc, ça, c'est la première chose. On se retrouve. Les product backlog refinement sont faits, pas tout le temps, mais ensemble. Et c'est aussi une manière de garder, je dirais, la cohésion du collectif.
S'il y avait un changement organisationnel, je suis sûr qu'on referait les équipes et on referait le re-teaming. Les équipes, c'est vrai que l'ES a fait la promotion d'équipes stables sur la durée et colocalisées aussi en son temps, mais néanmoins, il y a, des possibilités de travailler, je dirais, collectivement, comme je dirais le refinement. Il peut y avoir un sprint sur lequel deux squads vont travailler ensemble parce qu'ils ont des dépendances et donc ils vont se rapprocher, ils vont travailler spécifiquement ensemble pour réaliser quelque chose. Lorsqu'on se retrouve en review, eh bien, c'est une review là aussi partagée. Quand on se retrouve en sprint planning, eh bien, c'est un sprint planning qui se fait en partie partagé. Les rétros se font aussi partagés et on ne fait pas ça tous les 3 mois. On fait ça tous les sprints. Donc, l'ES, je dirais par définition, se retrouve bien plus haut parce que, parce que derrière, c'est ce que j'ai remarqué quand j'avais des coachs LES en action, ben, voilà, il y avait une négociation avec le management qui était au départ, je veux dire, êtes-vous prêt à vous lancer dans du LES? C'était pas si facile que ça, il y avait des difficultés, des challenges, et il y avait un accompagnement fort avec des personnes qui, je dirais, bah, qui donnait, je dirais, voilà, qui donnait quand même une certaine responsabilisation sinon, faites autre chose, voilà, en gros. Bref. Donc, je dirais que, voilà, pour conclure, Fast, euh, moi, ce que j'aime bien dans Fast, c'est quand on est dans une entreprise qui est vraiment très traditionnelle et ancienne, ça peut être un moyen de faire une sorte de petit truc novateur qui peut être à la fois, qui peut conquérir à la fois des dev teams comme des managers et ils peuvent se rejoindre là-dessus et découvrir ce que c'est que travailler enfin, impliquer les développeurs plus dans la partie business. Et ça peut être, ça peut ouvrir les yeux. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé sur Fast. Après, Fast, comment on va scale là-dessus? Je pense que ça reste limité. Mais c'est pas une fatalité. Parce qu'on peut avoir des collectifs Fast de 50 personnes et d'en faire plusieurs collectifs Fast sur des business areas. Après, bah, on va devoir créer des rôles pour aider le product manager à faire la coordination entre les autres collectifs FAST. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Donc, en gros, si je vais conclure, bah, moi j'aime beaucoup l'Est, mais je pense que c'est effectivement la marche, elle est difficile à placer. Si ça se fait, c'est génial. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Si c'est possible et s'il y a vraiment le sponsorship puissant avec une équipe qui est prête à faire du lest, c'est génial. Maintenant, si on n'est pas dans ce cas-là, Fast, ça peut être un super virus qui fait bouger les lignes. Bah déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai plein de questions ou plein de réflexions, mais on va laisser Oui. les uns et les autres réagir. Pareil pour moi. J'ai noté pas mal de trucs, merci beaucoup, c'est très clair. Puis Ah oui, le partage d'expérience aussi est super utile. En plus, tu as disséminé ça un peu partout, donc c'est très digeste et très agréable. Euh, merci. et en fait, j'ai des questions un peu techniques, mais vu le thème du groupe de réflexion, j'ai juste envie de te poser la question, toi. Quel lien tu fais avec l'entreprise agile sur ce sujet que tu viens d'aborder, par exemple Fast? Est-ce que tu arrives à faire un lien avec ce sur quoi on est en train de réfléchir en ce moment avec l'entreprise agile? Et, euh, est-ce que tu lui trouves une place dans cette notion d'entreprise agile? Oui. Alors, voilà, ça ouvrirait, je pourrais ouvrir plein de sujets là-dessus, Ouais, dans tous les sens. Et je pense que ce qui est bien avec Fast, dans l'entreprise agile en tout cas, avec Michael Spade notamment, on a parlé beaucoup de son modèle qui s'appelle l'intégrale transformation agile, bref, intégrale. Enfin, c'est la pensée intégrale. Et il y a plusieurs, je dirais, domaines, on va dire. C'est un peu comme si on prend orthopologie avec les quatre piliers là. On aurait ici le I, le leader ici, on aurait le collectif, on a les pratiques et on a ici la partie organisationnelle. Souvent,
dans l'agilité, l'entreprise agile, on se concentre surtout sur cette partie-là qui est externe, c'est-à-dire les pratiques et la partie organisationnelle. Et le collectif et le développement du leadership est très difficile à développer. Avec Fast, ce qui est bien, c'est que on est dans un collectif. Et du coup, moi, en tant que coach systémique, enfin, c'est génial parce que faire une team alliance, c'est un sujet de coaching systémique. C'est coacher le système relationnel d'un collectif. Bah, c'est du pain béni, c'est génial. Voir comment il se comporte et ramener cette alliance d'équipe fréquemment, bah, c'est juste top. Ensuite, si effectivement, bah, on sent qu'il y a des freins, des difficultés, on peut éventuellement créer des ateliers de travail pour débloquer certaines situations conflictuelles ou d'autres éléments où les gens seraient enfin, libérer la parole, ce genre de choses. Donc, je veux dire, Fast ouvre une ouverture sur le collectif qui est juste génial. Et puis, le deuxième élément, c'est que sur la partie AI, alors moi, je suis certifié aussi en Leadership Circle Profile et il se trouve que je vais accompagner des gens chez Thales sur le Leadership Circle Profile. Donc, j'ai à peu près 8 personnes qui vont me suivre. C'est génial et je trouve ça. Bon, ils savent pas à quoi ils s'engagent, les pauvres. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est d'avoir eu un leader au sein de Thales qui croyait à fond et qui avait envie de le promouvoir. Et du coup, il m'a donné cette possibilité. C'est juste énorme. Et, eh bien, déjà, dans Fast, ce leader, on peut l'accompagner, c'est-à-dire le product manager, les gens qui ont du mal à aller se mettre en visibilité pour être porteurs de sujets, ça aussi. Comment les aider à prendre à prendre ce lead. Évidemment, il y a la confiance, il y a la sécurité psychologique, mais ça aussi, moi je dis, c'est du pain béni. Euh, c'est un terrain d'application pour un coach systémique, mais je veux dire de ouf. Et donc, pour revenir sur l'entreprise agile, on, on propose une pratique qui peut paraître cool et qui pourrait faire tilt. Parce qu'effectivement, dans le cas de Thales, par exemple, ça a fait tilt parce que on n'en peut plus, on a trop de sujets en même temps, il n'y a pas assez de ressources, on est éclaté. Chacun, finalement, après des années d'agilité, on finit par travailler à 50%, à 30% dans tel ou tel squad. Finalement, on n'est plus dans une squad, on est dispersé. Parce que bah, voilà, le contexte fait qu'on nous oblige à faire ça. Et là, enfin, une bouffée d'oxygène pour travailler. L'autre côté, avec des managers un peu smart qui se disent, ah ouais, c'est génial ce truc-là, mais du coup, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Bah oui, c'est un peu le. Et puis après, il y a Fast aussi, ça crée aussi des rêves. Et donc là, on a une pratique qui s'installe, un changement organisationnel assez, finalement, qui se fait de manière assez naturelle, quand ça se passe bien, évidemment, si on arrive à trouver cet early adopter comme ce que j'ai trouvé, et qui ensuite se propage dans les communautés, à la fois Scrum. Et nous, on a des tribe facilitateurs, donc des communautés de tribe facilitateurs et tout ça. Donc, ça se partage et tout ça, c'est génial. Et puis effectivement, bah voilà, on développe l'autre partie de l'intégrale, du modèle intégral, c'est-à-dire le modèle interne, c'est-à-dire le leadership et le collectif. Et ça, c'est génial. Bon, voilà, pardon. Je, Répondu je- Merci. longuement. je voulais compléter cette réponse avec un autre point de vue, comme comment dire, j'ai proposé à Philippe d'intervenir sur Fast. Euh, Hum, Le premier, on le voit avec le graphique d'orthopologie, c'est que ça nous emmène vers le business. Alors pas complètement, mais donc quelque part, on va un peu plus vers l'entreprise en restant moins sur les features. Voilà. Donc ça, c'est un petit pas en avant, mais c'est pas tant ça qui m'intéressait dans ce point de vue de l'agilité entreprise. C'est de casser comment dire, le principe de l'équipe stable. Et donc ça, c'est un modèle qui vraiment repose sur vraiment la dynamique des équipes. Et pourquoi je veux casser ce principe? Parce qu'on l'a érigé en dogme. Et pour moi, lorsqu'on y réfléchit au niveau de l'entreprise, ça nous amène à un paradoxe au niveau de l'agilité organisationnelle. C'est-à-dire qu'avec l'agilité, on hum, veut amener du changement, on veut piloter du changement. Business, certes, produit, OK. Mais en réponse, on a des équipes qui
comment dire, qui se fige, et donc une structure d'entreprise qui risque de se figer. Et donc, moi, je voulais regarder plus précisément, voilà, ces méthodes qui cassent ce dogme, comme FAST, Unfix en parle aussi un petit peu. Et j'en profite que j'ai la parole. Je suis très étonné de voir Less à ce niveau-là, parce que vraiment, tu disais que historiquement, il prenait des équipes stables. Pour moi, il le prône toujours, Mm, toujours autant. Tu lis, c'est mm. vraiment des équipes stables dans le temps, et pas seulement sur un sprint ou 3 mois, c'est sur plusieurs années, hein, quand tu regardes. Je suis étonné de voir Less à ce niveau-là. Et ma compréhension, pourquoi tu en parles, c'est que tu mets au même niveau les moments collectifs de la dynamique entre équipes. Oui. C'est bien ça, hein? En fait, oui, ouais. Oui, il y a deux constats. Le premier constat, c'est que Fast, au fil du temps, ben, les gens vont retrouver une sorte de stabilité. Les équipes vont se refiger un petit peu, et c'est naturel, hein. On va retrouver les mêmes qui vont travailler ensemble. Donc c'est ça, mais ça n'empêche pas de bouger. Et Ouais, l'E S, eh bien, il a effectivement ces moments de travaux collectifs qui sont très fréquents. ouais, Donc déjà, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retro, mais aussi le PBR, et d'autres choses, le Planning Backlog Review, Refinement. Mais il y a aussi le voyageur. Et le voyageur, lui, bah, c'est extraordinaire. Parce que quand on manque d'une ressource, ou quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aller travailler sur une autre équipe, moi, le nombre de fois qu'on a fait qu'on a eu des voyageurs, c'était trop bien. Parce qu'effectivement, à un moment, par exemple, à l'AEG, donc on était en laisse, eh bien, on avait besoin, il y avait deux équipes qui se tiraient un peu la gueule, la bourre, en laisse pourtant. Et il y avait une équipe qui était très market, alors c'était du marché, hein, market making, donc très orienté finance de marché, je dirais trader, haute fréquence et compagnie. Et puis une autre qui était plutôt qui répondait à des clients externes, des corporates, pour des accès marchés. Et donc il y avait une équipe qui était considérée comme faisant beaucoup de qualité, et l'autre qui avait des techniques de travail, de développement rapide. Et du coup, bah, on a fait, les voyageurs servaient à ça, quoi, à voir comment on pouvait faire le truc. Donc c'est comme ça que par exemple, il y a, je dirais, c'est développer certaines pratiques de craftsmanship des uns et des autres. Voilà, les tests unitaires sont devenus plus fluides à fabriquer, à faire, dans l'équipe qui faisait pour les marchés, je dirais plus calmes, on va dire, pour les clients. Euh, Alors que bon, je parlais de, je parlais justement comment dire, de qualité, mais les autres, c'était absolument essentiel qu'ils fassent des tests unitaires, parce qu'ils faisaient, je dirais, ils faisaient du développement rapide, donc ils avaient besoin d'avoir des couvertures de tests, des trucs comme ça, donc ils faisaient attention à ce genre de choses. Mais néanmoins, l'approche, par exemple, nous, on faisait des example mapping, des example TDD, des ATDD, par exemple. Et, voilà. Et ben, ce genre de truc, ben, c'était plus de notre. Enfin, je dis moi, parce que j'étais Scrum Master sur cette partie-là. Eh bien, voilà, on avait développé des choses qui étaient intéressantes, puisqu'on avait plein de clients, donc on avait besoin qu'ils formalisent avec leur langage, un peu comme du BDD, mais voilà, et leurs besoins, et ça nous permettait de mieux répondre par rapport aux besoins de feature. Et ça a intéressé ceux qui faisaient au-dessus, enfin qui faisaient du market making haute fréquence, parce que comme ça leur a permis aussi d'améliorer leur test unitaire, passer de test unitaire à un travail en test driven development. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce voyageur est extraordinaire. J'arrête là parce que ouais, sinon je pourrais encore. d'accord. Mais Ouais, c'est un ouais, pattern ouais, pour échanger entre équipes. ouais, Il y a le pattern de ouais, l'ambassadeur, il y en a d'autres, effectivement, mais oui. ça Ouais, c'est pas forcément une dynamique d'équipe. ouais. Je vais juste te dire, sur le pattern d'équipe, juste un truc, Ouais. quand même. Chaque fois qu'il y a un changement dans une équipe, ça change quand même une dynamique d'équipe. Ah C'est oui, bien d'ailleurs sûr. ce que je conseille toujours à un Scrum Master: dès qu'il y a un nouveau qui arrive ou quelqu'un qui s'en va, c'est un point de vigilance dans une équipe. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est bien pour ça que la question de la stabilité de l'équipe est Mm, importante.
et d'aller sur des dynamiques d'équipe, faut le faire Mm, avec réflexion. mm. D'où Ouais. d'où ce genre de meet-up et de méthode. Euh, En fait, tel que tu l'as présenté au début, Fast. Ça me faisait vraiment penser à du Kanban. Dans le Kanban, on peut faire du juste à temps, mais ça demande une grande Mm, maturité et on peut surtout avoir des cadences découplées, mm. c'est-à-dire des cadences différentes entre les sujets qui rentrent, les sujets qui sortent. On peut faire du déploiement continu, mais avec un planning cadencé, etc. Et donc, Oui, ça ressemble ça ressemble à un Kanban avec une cadence de planning de 2 3 jours, quoi. exactement. Et puis l'intégration enfin, le fait de parler de WIP, le fait de limiter ça, le fait d'être des porteurs comment ça s'appelle, comment je vais appeler ça, des, euh, des stewards, des team stewards. Tu vois, on est plus sur un flux tiré finalement, hein. Je veux dire, les gens viennent présenter les trucs plus que du pousser, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, de toute façon, Fast, dans la description qu'ils en font, je veux dire, c'est du flux, hein, déjà, c'est orienté flux. Et je pense qu'il y a beaucoup de situations, pas de choses de Kanban qui peuvent être Ouais, pour autant, voilà. à une Ouais. première lecture, pardon, on Oui, peut oui, voir ça oui. comme une organisation de produits avec voilà, des cycles rapides. Mm, Il faut creuser pour voir que c'est une organisation finalement plus flux. Il y a une question de Laurent. oui. Comment vendre fast à des dirigeants qui veulent juste avancer sur juste plus d'output avec de la prédictibilité, donc rester sur ligne Y ou A? Comme tu l'as vendu à Thales, en tout cas tu l'as fait dans des grandes entreprises, peut-être que tu as quelques clés de vente. Alors, c'est là où, en fait, c'est un peu comme pour Kanban aussi, j'ai un peu la même approche, hein, j'avoue. C'est, je fais souvent du bottom-up avec les équipes. Et ce que je leur dis, c'est que prenez votre destin en main, changez les choses, montrez que c'est possible de faire différemment. Ce qui j'étais surpris d'en face, c'est qu'effectivement, quand j'ai parlé du product owner qui s'est intéressé, le gars, il n'était pas vraiment product owner, il était même supérieur puisqu'il y avait deux équipes en dessous et puis l'organisation n'était pas très agile by the book. Et donc déjà, on était sur quelqu'un qui était un peu plus haut niveau. Euh, la, Quand on a une structure, par exemple, de type tribe, effectivement, s'il y a une équipe qui d'un seul coup se met à arracher en termes de KPI et que nous, on en profite pour montrer ces KPI d'équipe et que d'un seul coup, il y a une équipe qui commence à donner des résultats qui sont étonnants, eh ben, ça aussi, ça permettrait de monter. Après, le truc, c'est que va expliquer ça à un grand dirigeant responsable. Voilà, ils sont vraiment sur d'autres sphères. Hein, récemment, ce que j'ai entendu chez Thales, ça fait hérisser un peu le poil en se disant, ouais, on a perdu X% en bourse, donc c'est X milliards qu'on a perdu. Ouais, mais je vois pas le lien avec ce qu'on fait nous au jour le jour, quoi. Excuse-moi. Et puis la bourse, c'est la bourse. Il y a de la spéculation, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Et derrière, ça a des conséquences, le truc. Eux, ils sont vraiment dans la finance, dans un autre monde et le fonctionnement fast, ça les intéresse pas, mais pas du tout, quoi. Non, mais de toute façon, Sauf, c'est trop ouais, opérationnel. ouais, Pour moi, ils n'ont oui, même pas un s'y intéresser, d'autant que avec l'agilité, oui, on a mis de l'auto-organisation. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, oui, 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 on s'est responsabilisé sur la manière de produire les mm, objectifs sur lesquels on est attendu. Et mm, moi, j'ai bien aimé, c'est un petit peu comme ça que je faisais le Kanban aussi, ton point de départ quand tu as dit, bah voilà, il y a les adaptateurs ou les adapteurs, c'est-à-dire oui, que nous, on fait le job et puis on répond aux attentes de l'entreprise, de l'organisation, en faisant ce qu'ils nous demandent sur des KPI ou autres. Mais en attendant, nous, on s'organise à notre manière. Il y a ouais, ouais, Xavier qui a levé la main. Je te donne la parole, Xavier. Merci Laurent. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, oui, c'est pas la première fois qu'on me parle de Fast et j'ai toujours
J'ai toujours l'impression qu'on est sur des équipes ou sur des produits qui sont très indépendants par rapport au reste. Or, souvent, quand on développe, on a des dépendances, soit externes, soit d'autres composants de l'entreprise, du SI, soit des partenariats qui font que on peut bouger. Donc, j'arrive pas à voir comment on fait vivre cette espèce de truc hyper rapide et avec des temps d'attente obligés par d'autres, quoi. Mm, mm. Alors, l'équipe dans laquelle qui est passée sur Fast, elle fait la gestion documentaire. Elle est en train de faire passer un gros bousin qui existait depuis longtemps, une sorte de wiki documentaire et qui a un impact hyper lourd sur pas mal de choses parce que derrière il y avait la gestion documentaire, mais aussi, je dirais, pas mal de processus qui en découlaient aussi parce qu'il y avait beaucoup de trucs qui avaient été faits, des bouts de scotch dans tous les sens. Et donc cette équipe-là qui a repris ce sujet repart from scratch. Ça, c'est un peu le problème du mode projet. Voilà, on fait quelque chose, et on maintient pas le produit, donc il finit par devenir obsolète et un jour, eh ben, il faut tout refaire de A à Z. Et donc, et puis on a fait n'importe quoi aussi, donc on n'a pas fait gaffe à ce que ça soit dans la durée qui puisse être éventuellement changer le moteur ou l'intérieur de la machine. Hein. Donc ça, il y a plein de sujets, je dirais, d'architecture qui existent depuis très longtemps, mais malheureusement. Et donc cette équipe, elle a beaucoup d'adhérence. Le reste. Donc ce que j'ai constaté, et en fait, les sujets qui sont mis sont les sujets qui peuvent adresser. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des sujets, bah, il y a des trucs qui peuvent pas, qui avancent pas, qui sont bloqués, qui sont en attente. Bah, ils sont en attente, ils sont bloqués, mais au moins ils avancent ils avancent ce qui est nécessaire. Et, et derrière, euh, bah, après, c'est toute la vie normale, je dirais, des communications inter-équipes et avec l'écosystème et avec tout le monde. Alors, ce que je regrette un petit peu dans Fast, c'est que c'est l'absence de revue, quoi, on va dire, formelle. Parce que, effectivement, ça n'est pas noté, en fait, de faire venir des parties prenantes, d'autres. Là, on parle vraiment, c'est comme si c'était un vase clos. Et Hmm. ce que j'ai constaté aussi. Donc, c'est une bonne réflexion que tu as et je pense qu'il faut être vigilant là-dessus et je pense que il peut être nécessaire de et ça l'empêche pas hein, d'organiser effectivement des moments de partage avec le reste de l'entreprise et de manière régulière. Encore une fois, c'est là où l'ES, pour moi, était complet de ce point de vue-là, mais bon. Mais Super. le learning progress sharing, là, Merci beaucoup. c'est pas adapté pour ça, ça. Je trouve Pardon? que, J'ai pas. pardon. Oui. Le learning progress sharing, là, l'étape, Oui. Bah, c'est- en fait, c'est surtout, bah, disons que tel que c'est présenté, tel que je l'ai vu se pratiquer. Déjà à la base, c'est fait au niveau de l'équipe avec ses team agreements et du collectif, je veux dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de partie prenante plus que ça. Maintenant, c'est peut-être possible de Hmm. les inviter au cas par cas. Et comme on n'a que 2 jours, finalement, on peut facilement dire, ah bah tiens, dans 2 jours, on aura peut-être ce sujet-là, peut-être 2 jours, on aura ce Ouais. sujet-là. Donc, qui on peut faire venir? Oui, c'est tout à fait valide, ouais. Ouais, c'est vrai que l'échelle de temps est Et très courte. ouais, très très courte. Ouais, C'est Ouais. ça, Le, t'as l'impression que ça va trop vite finalement pour intégrer ouais, c'est ouais, là ouais. aussi l'effet vase clos, quoi. Si, ouais. encore une fois, si on le voit comme un flux avec du Kanban, en fait, on peut recoller plein de choses et puis comment dire, comprendre comment gérer ces interactions, ces adhérences, tu l'as bien dit, avec des bloqueurs, et rajouter tout ce qu'il faut autour pour sans trop l'alourdir. Il nous reste quelques minutes. Florent, ta question, je l'aime bien, tu peux la poser. On va Ouais. finir cette question. Ouais, en fait, justement, on parlait de la question comment vendre. Et bon, on sait tous que souvent, la meilleure façon de vendre, c'est de partir du problème. Du coup, ça m'intéressait de savoir, dans le cas de Thales, si cette expérimentation de Fast, elle était partie d'un problème ou au contraire, bah, c'était juste une opportunité d'expérimenter ça sur ce nouveau projet qui démarre. Mais est-ce qu'il y avait une problématique de départ? Alors peut-être que tu l'as dit au début en disant, bah, Ouais, freiné par Scrum, on se sent enfermé dans Scrum ou j'en sais rien.
Ouais, bah là dans cette équipe documentaire, elle se retrouve donc comme beaucoup d'équipes chez Thales à l'heure actuelle, avec un problème qui est que on veut tout de suite, et vraiment maintenant. Hein, que, je veux dire, il y a des projets qui étaient taillés pour 2 ans et on leur a dit, bah ça sera 6 mois. Et donc d'un seul coup, il y a ça qui arrive, tout s'accélère. Il y a des changements technologiques qui sont nécessaires. Hein, enfin, j'ai appris hier que sur le Rafale, les gens travaillaient en clear case. Je me suis dit, oui, aïe, 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 je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, ça me ça date des 90. Donc, bon, bref. Et donc là, il y a des gros changements. Il y a vraiment des. Je parle, Rafale, c'est pas Thales, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gros changements quand même, technologiques, qui sont, qui pourraient paraître évidents. Hein. On se dit, mais bon sang, vous n'êtes pas sur ce genre de technologie, mais voilà. Et donc, comme il y a cette pression qu'il y a eu chez Thales qui est très forte, et puis finalement un problème aussi de ressources parce que derrière, on te donne pas non plus un chèque en blanc et on te dit pas. Au contraire, on te dit, on parle de cost killing d'un côté. En fait, on te fait faire le grand écart entre changement technologique et réduction de coûts, en se disant, si vous passez sur cette technologie, on va économiser mais des tonnes. Sauf que le problème, comme je disais cette image hier à des product owners, en attendant que vous, en fait, c'est comme si on vous faisait construire une deuxième autoroute à côté, et pendant, je dirais, X temps, qui peut être en années, vous allez devoir gérer 2 autoroutes. Donc au début, on va se dire, ah ben la deuxième autoroute, elle va nous faire gagner un fric fou, sauf que tu auras la première à garder en état, et voire même à la garder, je dirais, en bon état. Je dirais, voilà, il faut, ça veut pas dire qu'il faut qu'elle devienne non, je dirais, prise en compte, enfin, je veux dire, qu'elle soit laissée en jachère. Donc, ça veut dire qu'au final, on se retrouve, je dirais, écartelé entre toutes ces exigences. Ce qui fait que Fast, quand on leur dit que on vous propose quelque chose qui va vous permettre tous les 2 jours d'avoir une visibilité sur ce que vous pouvez faire et comment vous avancez les sujets, et vous allez avoir cette dynamique qui va se faire. Et en plus, ce qui est cool, c'est que euh, euh, vous aviez une organisation qui n'était pas terriblement, je dirais, il y avait comme je vous disais, il y avait une équipe fonctionnelle et puis une équipe technique, donc il y avait déjà, c'était déjà du lourd. Donc, il sentait que ça allait être difficile de passer en équipe cross-fonctionnelle, à réorganiser tout le monde. Il sentait que Mm. que ça allait grincer partout. Et ben là, d'un seul coup, on leur propose quelque chose qui, bah allez, on va y aller. Et tout le monde est finalement content. Tout le monde, il y en a qui, tout le monde, il y a certaines personnes qui peuvent râler, hein, ça existe, hein, c'est toujours le cas. Mais en tout cas, ça se vend bien pour ça, parce que ça répond à, ouais, bah, on peut aller vite, alors allons-y, quoi, vite, Mm. hein, voilà. Voilà. Super, Ok. merci. Merci, on va arrêter là. Merci Oui, vraiment, ouais, merci Philippe. beaucoup. C'était très complet. Oui, Euh, Merci Philippe pour cette présentation de Fast, Agile et Dynamic Retheming très intéressante. Merci à tous de votre écoute. Je vous donne rendez-vous le 6 novembre pour le prochain meet-up où nous accueillerons Pierre Ness qui viendra nous parler de son livre The New Normal et de son modèle d'agile organisation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt à tous.